Ah, Mais que se passe-t-il? c'était assez marrant comme concept, mais en fait j'aimais vraiment que ça soit très décomplexé, relax, on jazz. Découvre la Malaisie, en fait, tous les personnages, ils évoluent dans un décor qu'on connaît très peu. Pas très subjectif sur cet avis-là, c'est mon pote Florent Bernard qui l'a réalisé. Le cinéma lui-même, il est vraiment génial, je l'aime trop. Non, moi je voulais remettre en fait les deux films en fait de Villeneuve en perspective. C'est plaisant de voir la réaction des gens. Je pense qu'on n'a jamais fait encore une interview en live avec les gens aussi présents en train de nous écouter. Je trouve que les interventions étaient hyper pertinentes et j'ai découvert plein de films que j'ai trop envie d'aller voir maintenant. C'est vrai que c'est ce qu'on avait trouvé dans le festival des Utopiales et qu'on peut retrouver là, avec un côté on est là pour se marrer aussi. Quoi. Je vais me mettre par là parce que tu as plus de fil, toi, ouais. Donc, je vais essayer de pas trop me décaler comme à l'autre présentation. Bah écoutez, bonsoir. Merci d'être là, déjà. Pour voir, du coup, c'est pas en avant-première, hein, c'est en première, le film Skydome 2123 de Sarolta Szabo et Tibor Banowski. On va prononcer les noms des réalisateurs et réalisatrices maintenant, et on le fera plus, on est désolé, parce que je pense qu'on les prononce, donc on va éviter d'écorcher leurs noms. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Vas-y. Tibor Banowski et Sarolta Szabo. D'accord. Et t'es sûr de ta prononciation? Parce que c'est du hongrois. Laisse tomber. D'accord, ok. Bon. Je me sors recevoir de toi en prononciation. Ok. Ok, c'est vrai, t'as raison. Donc, bon, bah là, le film, j'imagine que personne ne cette semaine. Sur Nantes, là, en plus, vous avez de la chance parce qu'il sort que dans 2 salles sur tout le coin. Et vous êtes le seul où il y a une présentation. Donc j'espère que ça portera quelque chose. Alors, déjà, je vais peut-être commencer par un petit synopsis. Je spoil pas, promis, je sais que personne l'a vu. Je vais juste vous dire ce que globalement on dit pour le moment Allociné et tout. Après, on parlera un petit peu des thèmes et éventuellement on élargira un petit peu sur d'autres questions. Donc en 2123, hop là, la Terre est devenue stérile et l'humanité survit désormais dans de gigantesques dômes. Sous l'une de ces villes, Budapest, la population est régulée par une loi très particulière. À l'âge de 50 ans, tous les habitants du dôme doivent se faire implanter une graine qui les transforme en arbre afin de nourrir leurs concitoyens. Et dans cette ville, du coup, Stéphane est un thérapeute et son rôle consiste en grande partie à faire accepter cette réalité à ses patients dont les proches atteignent l'âge limite. Mais sa femme, Nora, ne supporte plus sa vie et décide de se porter volontaire pour l'implantation bien avant d'avoir atteint l'âge requis. Et donc, le héros, Stéphane, va tout faire pour tenter de la sauver. Le film, en fait, qu'est-ce qu'il a de singulier? C'est déjà que c'est un film hongrois. Alors, en soi, c'est pas singulier parce que il y a tout un cinéma d'animation qu'on ne connaît peut-être pas trop, qui vient des pays de l'Est et notamment de Hongrie. Il y a toute une tradition du cinéma d'animation hongrois qu'on ne connaît tout simplement pas. Celui-ci, on a la chance de le voir. Il faut savoir que c'est un tout petit budget. Néanmoins, c'est un film très ambitieux. Vous verrez. Les réalisateurs et la réalisatrice, du coup, au niveau de leur background, ils travaillent dans le monde de l'animation, mais globalement, ils faisaient des clips, c'est vraiment leur premier long métrage. Et c'est un film qu'ils ont mis beaucoup de temps à monter. C'est-à-dire qu'il y a eu même le Covid qui est passé par là, c'est un film qui est passé par plusieurs phases de réécriture et même au niveau du financement. Il a été initié en 2015. 2015, ouais, voilà. Ouais. Ils avaient fait 2 courts-métrages en France, ils ont fait une partie de leurs études en France. Ils ont fait 2 courts-métrages en 2014 et 2015 ou 16 peut-être, mais en tout cas, celui-là... White Plastic Sky. Alors c'est White Plastic Sky. En France, Skydome 2123. Peut-être parce que c'est dur à prononcer. Probablement, ouais. Moi, j'arrête pas de penser à la chanson de Radiohead, Fake Plastic Trees. Ah oui, d'accord. Du coup, je fais Fake Plastic Sky. Oui, c'est vrai que tu dis. Ouais. Et ça, c'est le titre international, effectivement. Là, pour le coup, j'ai l'impression que le film a quand même une distribution assez large. Pas mal. On n'a pas réussi à savoir quel budget exact avait le film. On sait qu'ils ont eu un apport de 2 millions d'euros en cours de prod, qui leur a donné un petit peu plus de temps, d'ambition et de confort pour travailler. A priori, il serait autour de entre 5 et 8 millions d'euros, ce qui est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Mars Express est à 9 millions. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Mars Express, c'est un film de SF français qui est sorti l'an dernier. Très cool aussi. C'est super aussi et qui, pour le coup, fait un bon double programme avec celui-là. Par comparaison, les comédies françaises
du moment, que ce soit du Kobu, la Boomer Exploitation avec Accrochez-vous. le clavier, les touches, etc. Général, j'ai regardé un petit peu à titre de comparaison, c'est généralement entre 10 et 13-15 millions d'euros. Ouais, sinon plus. Ça Ça. monte beaucoup plus haut quand c'est Danny Boone, par exemple. Alors, Mhm. et donc voilà, celui-là, c'est a priori quelque chose comme 2 fois moins. Du coup, en fait, le fait que ce soit un film d'animation, il y a quand même quelque chose d'assez pragmatique. Parce que c'est un film de science-fiction. Là, on parlait tout à l'heure de gens qui se transforment en arbres. Vous verrez dans le film que c'est pas une idée seulement poétique. C'est vraiment un concept de SF qui frôle à plusieurs reprises, même avec le body horror. Mais du coup, en fait, pour représenter cette espèce de gigantesque dôme, les terres dévastées, cette ville un peu futuriste, en live, c'est juste pas possible. C'est quelque chose qui est beaucoup trop cher et c'est vraiment pas à la portée en fait de quelqu'un d'un budget aussi petit. Même avec un budget de 15 à 20 millions, ça reste quand même extrêmement restreint. Vous avez par exemple, je sais pas, des films à petit budget assez ambitieux en live en science-fiction. Vous avez récemment eu The Creator par exemple, qui n'est pas un super film, mais qui a quand même une direction artistique assez impressionnante. Il a coûté quand même 80 millions. Ça reste le prix d'un tout petit blockbuster, mais c'est quand même 80 millions sans star et dans des lieux, enfin des décors qui, à mon avis, ont coûté moins cher que de tourner aux États-Unis. Donc voilà. Donc vous voyez déjà que la science-fiction, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent. Et là, entre ça et Mars Express, j'ai l'impression que l'animation commence à reprendre un peu ses droits sur ce genre-là, en disant que nous aussi, finalement, on peut avoir une forme d'ambition, de représenter des choses de manière peut-être un peu moins photoréaliste, etc. Là, vous verrez que même il y a une hybridation en fait dans l'animation. Il va y avoir à peu près 2 techniques principalement. Ça va être des arrière-plans qui vont être générés en images de synthèse, donc de la 3D. Forcément, elle est un peu sommaire vis-à-vis de ce qu'on est habitué dans les films de Pixar, etc. Vous attendez pas à du photoréalisme et des lumières. Néanmoins, il y a quand même un travail visuel qui est assez impressionnant et même un travail. C'est vraiment un film conçu pour le cinéma. Sur Hein. certains plans, ça m'a bluffé. Et Oui. On va dire que c'est inégal, mais il y a quelques plans qui sont vraiment très bluffants en C'est termes de ça. photoréalisme. Par-ci par-là. Je sais pas pourquoi. C'est plus en termes de composition de cadre que je trouve que le film tire son épingle du jeu et du coup, en n'essayant pas de faire un film photoréaliste, en essayant d'aller finalement quelque part dans une esthétique assumée, le film nous offre quand même des moments assez poétiques, assez beaux. Et il y a aussi la rotoscopie. C'est-à-dire que les personnages, les acteurs ne sont pas, c'est pas de l'image de synthèse, ce n'est pas de l'animation, c'est de la rotoscopie. J'en avais un peu parlé tout au long de la journée si vous êtes là depuis 14 heures. La rotoscopie, c'est une technique qui consiste tout simplement à filmer des acteurs qui vont jouer les scènes. Et eux, en général, après, soit il y a des logiciels qui permettent de retravailler ça et de leur donner un look d'animation, soit reprendre de l'image de synthèse. Eux, ils l'ont fait à la main. C'est-à-dire que ça a été crayonné. Je ne sais pas si c'est informatique ou pas. Il me semble que ça a vraiment été fait comme ça au crayon. Pour le coup, ils ont, moi j'ai lu une interview où en fait, ils ont pris vraiment les meilleurs animateurs de l'école oui, effectivement, oui. Pour le faire. Il y a très peu d'utilisation de l'ordinateur en fait, même les décors en 3D, etc. Ils ont pris bien soin de pas automatiser les choses. Et du coup, il y a ce côté très hybride du film parce que vous allez avoir des personnages en rotoscopie. Alors ça peut paraître un peu déroutant. Moi, c'est une technologie, c'est une pratique d'animation que je trouve qui peut être très très payante sur certains sujets et celui-ci c'en est un. Il y avait une série, je ne sais pas si vous me connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à la regarder, qui s'appelle Undone, qui est sur Amazon Prime, je crois. Copie. Et pour le coup, c'est une série qui parle justement d'une jeune fille qui au début va avoir un accident. Et à cause de cet accident, elle va commencer à perdre son ancrage dans le temps. C'est-à-dire qu'elle commence à voir le temps au-delà, en fait, d'avoir une perception différente et à voir les choses qui vont se passer de manière non chronologique. Et là, à partir de là, l'animation prend tout son sens, mais par contre, on perçoit le jeu. C'est Salazar, comment elle s'appelle l'actrice qui joue aussi dans Alita ? Rosa Salazar, qui est une extraordinaire actrice et qui joue dans cette série-là. Et ça permet d'avoir effectivement toutes les nuances de son jeu dans un univers d'animation qui nous propose des images qu'on n'aurait pas pu voir en live. Parce que visuellement, ça aurait été beaucoup trop compliqué à fabriquer. Et en plus, l'animation donne un côté un peu plus poétique, un peu plus pictural, que quelque chose de photoréaliste n'aurait pas pu rendre. Je crois que le film, c'est pareil. Ce film-là, pour moi, il est vraiment conçu pour l'animation dans la mesure où si on avait eu le même film en photoréaliste, on aurait peut-être perdu quelque chose.
un peu de la même manière que actuellement la mode, c'est de reprendre des vieux Disney pour les faire en live. Et du coup, on perd la singularité, on perd l'animation, on perd le dessin, les couleurs, etc. pour avoir quelque chose qui est globalement uniformisé avec à peu près toujours les mêmes styles. Avec même des gros paradoxes, parce qu'il y a des films comme Le Roi Lion, par exemple, c'était un film d'animation à la base, ils l'ont refait entièrement en image de synthèse, du coup, c'est encore un film d'animation. Il n'y a absolument aucun acteur là-dedans. Donc c'est complètement débile. Moins expressif. Ils sont juste beaucoup moins expressifs. Voilà, on perd beaucoup le côté cartoon. Et là, Là, ce qui est super, c'est qu'il y a une hybridation, il y a deux technologies qui se confrontent, la rotoscopie et l'animation 3D, et ça fait complètement écho au propos du film. Oui, c'est ça. Alors, si je puis me permettre, pour Twitch, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus proche de ton micro, s'il te plaît? C'est un choix qui est... Qui ça, Cyril ou moi? D'accord. Voilà. En tout cas, voilà, le fond et la forme pour le coup se mêlent, et généralement, c'est quelque chose qui marche très très bien au cinéma. James Cameron est passé maître dans cette ère-là. Et c'est vrai qu'on a trouvé, nous, en voyant le film, pas mal de points communs avec certains films de James Cameron, notamment Terminator. Oui. Oui, en fait, c'est un film dont je parlais d'écriture pragmatique, parce qu'effectivement, ils ont dû réfléchir à l'absence de moyens en écrivant le film, mais aussi en le concevant. Et du coup, derrière ce pragmatisme, il y a quand même, ils ont réussi quand même à sublimer, je trouve, ce cadre un peu de la même manière que James Cameron quand il avait fait Terminator. Quand il a fait Terminator, il savait, il voulait faire de la science-fiction, il savait qu'il ne pouvait pas réaliser un film qui se passe dans le futur, donc il s'est dit, il faut que ça se passe dans le présent. Il savait qu'il ne pouvait pas fabriquer un robot réaliste, trop complexe, donc il fallait cette idée d'un robot qui soit à l'intérieur du corps humain. C'était une idée forte, mais qui était réalisable surtout, mais graphiquement qui était aussi quelque chose du jamais vu. Donc il fallait quand même jouer avec ça. Et derrière, vous avez un film qui, fort de cette économie, est obligé de se recentrer sur ses enjeux, sur son concept, et qui n'en déborde jamais, mais qui le traite de bout en bout. C'est-à-dire c'est vraiment un film d'une efficacité narrative incroyable. Et celui-ci, en l'occurrence, pour moi, c'est un peu la même chose que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est un film qui pourrait sembler minimaliste si on vous donne son déroulé, et pourtant ça m'a jamais donné cette impression-là. Parce que c'est un film qui s'ouvre, qui tourne autour de son sujet. Donc le sujet, c'est la transformation en arbre. Je ne vous en dis pas plus. Néanmoins, ça c'est vraiment le concept au centre et il est traité de A à Z, c'est-à-dire qu'il est vraiment traité jusqu'à sa fin. Donc on a à peu près tous les aspects, toutes les idées qu'ils ont pu vouloir mettre dans le film. Et de l'autre, on a ce couple qui est au centre du film. Et ça, c'est pareil. Et les deux enjeux, ce sont deux choses qui vont s'entremêler pour finir par se rejoindre. Voilà. À partir de là, j'en dis pas plus. Donc vous allez voir qu'à ce niveau-là, c'est un film assez contemplatif, mais jamais ennuyant. C'est un film assez ambitieux et pourtant assez intime. Et finalement, c'est un film qui est, je trouve, assez efficace dans sa narration et, comme tu disais, très très cohérent entre le fond et la forme, exactement. Au niveau des thématiques, évidemment, vous en doutez, le film parle de la catastrophe climatique, mais sous un angle, pas sous l'angle de ce qui va se passer, mais sous l'angle de ce qui va se passer après. Ça, c'est aussi toute une frange de la science-fiction qui, j'ai l'impression, vous en avez pas mal d'exemples, notamment dans des pays, en fait, moi je pense à Michael Roche, par exemple, qui est un auteur de science-fiction qui est martiniquais, si je dis pas de conneries. Je ne sais plus, mais en tout cas, qui lui présente en fait des œuvres qui se déroulent, des œuvres cyberpunk, qui se déroulent dans d'autres pays, en fait, des pays où, donc, globalement, ils sont habitués à recycler toutes nos bricoles, tout ce qu'on balance. Là où on balance notre plastique, eux, ils le reprennent et le rebidouillent. Il y a tout ce mouvement, en fait, où on dit, en fait, il y a déjà des endroits où l'apocalypse est plus ou moins déjà arrivé, et nous, on est déjà en train de réfléchir à ce qui se passe après. Ce film-là, c'est aussi un peu dans cette veine-là qui s'installe, je trouve. Alors après, dans un univers qui, pour le coup, je ne sais pas si un jour un scientifique inventera une graine, ça me paraît qu'on peut implanter dans le corps humain pour faire pousser un arbre, ça me paraît hautement improbable, mais malgré tout, le film trouve sa logique interne et les thématiques que ça développe vont quand même vachement résonner avec ce que nous on connaît. Et évidemment, les réalisateurs en parlent, je ne vais peut-être pas trop dire, mais sur l'issue, mais voilà, vous verrez que on va s'arrêter là. Moi, après, je sais pas, en termes de science-fiction, toi, si par exemple, il y a des influences quand même assez revendiquées du film. Oui, le point de départ là, on va
Alors, je crois qu'il y a un problème de micro, on ne t'entend pas du tout dans Twitch. Ouais, excusez-moi. Soleil vous vert de m'entendez Richard Fleischer. Il faut vraiment être vrai. Soleil vert de Richard Fleischer et L'âge de cristal de Michael Anderson, qui sont deux fleurons de la SF dystopique des années 70, 73 pour le premier, 76 pour l'autre. Et en fait, on a l'impression qu'au début, ils ont, on dirait, mixé ces deux films-là. Mais Tu peux rappeler le pitch vite fait. Alors, je vais spoiler Soleil vert après, il a plus de 50 ans. Oui, on va spoiler. Voilà, dans le futur, Bouchez-vous les oreilles, les s'il vous gens mangent une substance qui s'appelle le soleil vert et le héros qui est joué par Charlton Heston enquête là-dessus et découvre que la société qui est à l'origine de ça, une énorme corporation, etc. En fait, basiquement, le soleil vert est fait à partir de chair humaine. C'est tous les gens qui sont morts et qu'on a transformé en soleil vert pour nourrir l'humanité. Quant à l'âge de cristal, se passe dans un futur où les gens arrivent à une date de péremption à l'âge de 30 ans. À 30 ans, ouais. Et ils vivent dans des cités bulles. Donc c'est un peu ça. Et du coup, il y a un des personnages qui accepte ce système et qui, à un moment donné, un peu comme le héros, on va dire, de Skydome, accepte jusqu'à ce qu'on lui confie une mission et qui va remettre tout ça en question, etc. Ça finit étonnamment bien comme film, contrairement à Soleil vert. Après, voilà, ça c'est 2 points de départ. Après, en regardant le film, on dépasse très vite ces références. C'est plutôt bien joué de la part des 2 réalisateurs. On y pense au début et puis après on passe à autre chose. Et après, on a d'autres références assez nobles de la SF en tête. Il y a pas mal de Tarkovsky, notamment Solaris, dont le héros est également psychologue et réapprend à aimer sa femme qui est là sans être là, sans vouloir rentrer plus en détail, sur l'intrigue de Skydome 2123. Et moi j'ai beaucoup pensé aux Fils de l'Homme aussi. Oui, pareil. Les Fils de l'Homme, ouais. De Alfonso Cuarón, qui est pour le coup un véritable chef-d'œuvre. Si vous l'avez pas vu, là on va pas trop vous spoiler, mais voyez-le. Ouais. Qui est un road movie aussi, dans un décor qui fait un petit peu froid dans le dos et qui fait forcément avec beaucoup d'échos à notre réalité à nous, même si c'est plus proche puisque ça se passait en 2026. On s'en approche dangereusement. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais noté un peu comme rêve. Des centaines d'autres. Ouais. C'est très très bien digéré. Quoi qu'il arrive, c'est très bien digéré dans le film. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment conscient, c'est même plus des résonances, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment quelque chose de ça à ce niveau-là. Ouais, il m'a fait penser à un autre film, je pense pas que ce soit une référence, mais un autre film assez récent aussi, pareil, d'un duo de réalisateurs et une réalisatrice. C'est Les Chroniques de Vesper. C'est de Christina Buozit et Bruno Semper, ou Semper, je sais pas. Je suis désolé encore pour la prononciation. Et c'est pareil, c'est un petit film. Tout petit budget, j'ai plus mais c'est vraiment tout petit, hein, je crois que Les Chroniques de Vesper. Et pourtant, une ambition, là pour le coup, c'est un film live, et une ambition visuelle assez impressionnante. Et c'est pareil, il y a un sujet et ça se tient. Et ça joue un peu sur la même idée de nous présenter un aspect de la nature à la fois magnifique et terrifiant, à la fois nourricier et meurtrier. Donc, de jouer sur cette ambivalence, c'est 2 films qui parlent aussi un peu de notre rapport à la nature et à la métamorphose. Parce que après, dans leur forcément la question de la métamorphose en arbre, les réalisateurs et la réalisatrice de Skydome, eux, parlent des métamorphoses d'Ovide, évidemment. Donc, ils ont aussi des références un peu plus classiques. Mais là, pour le coup, Les Chroniques de Vesper, c'est pareil. Si vous avez l'occasion de le regarder, voyez-le. C'est une petite curiosité. C'est pareil, tout petit film de science-fiction, mais quand même assez ambitieux. Assez iconoclaste, c'est-à-dire que ça a vraiment très très peu d'argent, mais il y a des très très bonnes idées visuelles qui sont quand même sublimées à l'écran. Et après, moi j'avais aussi pensé à Annihilation de Alex Garland. Tu l'avais vu toi peut-être, non? Je sais plus. Je l'ai vu oui, je l'ai vu à sa sortie sur Netflix, ça a 4 ans au moins, 4-5 ans. Bah là, un peu comme le Stalker de Tarkovsky, en fait. Vous avez un peu, c'est pareil, cette idée de comment. Cette idée de mutation, de métamorphose, à la fois belle, terrifiante. Donc, oui, il y a encore une histoire de couple, une histoire d'altérité, etc. En plus, il y a encore une histoire de couple au centre. Et ouais. Il n'y a pas une série d'animation aussi sur une planète étrangère, etc. Ah si, oui. Ça, moi, je l'ai pas vu, tu l'as vu, mais l'ai vu, voilà. Ça aussi, c'est génial. C'est un peu différent aussi, mais merde, comment ça s'appelle? Scavenger's Reign. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir Scavenger. Je saurais pas vous dire si c'est même disponible en France. Je l'ai vu par des moyens tout à fait légaux. Pardon, il n'y a personne. Tu vois. Mais c'est pareil, c'est une petite série d'animation
dans un style très épuré, un peu à la Moebius. Pour le coup, je pense que c'est une référence totalement assumée. Hein. Et qui parle aussi, en fait, c'est des rescapés qui se retrouvent sur une planète à la biologie complètement farfelue. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus proche de la planète sauvage, quelque part, que de quelque chose de ce qu'on a pu voir dans le cinéma. Et c'est pareil, ça utilise l'animation pour nous faire passer des concepts complètement délirants, en fait. Et c'est pareil, c'est très très beau, très poétique. Moi, franchement, je l'ai regardé d'une traite. Franchement, je vous le recommande. C'est un peu dans le même style qu'on pourrait appeler du biopunk, même si je n'aime pas du tout le terme. Parce que c'est tous les termes qui ont été dérivés de cyberpunk, parce que cyberpunk, ça a un sens. Mais après, steampunk, ça veut rien dire. Biopunk, ça veut rien dire. Mais bon, on appelle ça comme ça. Moi, je trouve que ça s'inscrit plus dans des questions de body horror. Parce que ça interroge beaucoup plus la mutation, nos mutations à nous. C'est-à-dire que face à une nature qui est en train de changer, qui est en train de muter à une vitesse alarmante, peut-être que nous aussi, il va falloir qu'on se transforme, et pas seulement psychologiquement. Donc voilà, on est sur des films qui posent ce genre de questions et qui, globalement, nous disent est-ce que vous êtes prêts finalement? Est-ce que ça peut impliquer? Tout ça pour dire qu'il y a un truc qui se passe en ce moment avec l'animation, un peu partout dans le monde. C'est assez réjouissant, mine de rien, comme un peu terrifiant aussi à la fois. En tout cas, voilà, le monde, les changements du monde les inspirent, et peut-être que nous, on pourrait aussi s'en inspirer en retour. Ça serait plutôt judicieux. Je sais pas s'il nous reste du temps, du coup. Non, peut-être sur... Moi, j'avais aussi quand même quelque chose un peu plus pragmatique sur ce film-là, c'est sa distribution. C'est que c'est pas le premier film là. On a toute une longue série, et je pense que depuis le Covid, en fait, il y a pas mal de petits distributeurs qui se disent, il y a des cartes à jouer. Le cinéma hollywoodien est en train de se péter la gueule. Hein, je pense que je vous en apprends pas forcément grand-chose. Les blockbusters font tous plus ou moins des flops, ou du moins ne rentrent pas dans leurs frais. Et autour de ça, il y a toute une distribution qui est en train de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens d'intéresser les gens à autre chose? Et effectivement, Skydome, c'est un film qu'on aurait pu ne pas voir, en fait, tout simplement. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas réussi à trouver en fait d'informations sur ce que le distributeur en pense. C'est KMBO qui distribue ça en France, qui est un distributeur quand même. Donc vous avez dû voir des films, je pense. Ils avaient distribué pas mal de. Ils sont quand même là depuis un sacré moment. Et ils ont distribué Le Royaume des Abysses, un film d'animation chinois un peu plus tôt dans l'année. Le Royaume de Naya aussi, qui est un film d'animation ukrainien. Ma fille adore, donc j'en ai ras le bol. Désolé. Et vous avez. Je pense que le Covid ayant bloqué, à mon avis, toute une production, il y a tout plein de petits distributeurs qui se disent maintenant il y a moyen d'ouvrir un peu sur un autre cinéma. Là, on commence à avoir du cinéma indien qui commence à arriver. On se dit ah oui, ils font quand même des blockbusters un peu mieux que. Pardon? Ah non, j'ai cru que quelqu'un m'interpellait. Et vous avez du cinéma chinois qui commence à arriver en termes de blockbusters, du cinéma d'animation effectivement qui commence à arriver d'un peu partout. Et même au niveau de la production, j'ai l'impression que ça fait bouger quelques lignes, quoi. Après, on a eu Mars Express, effectivement, qui est dans un réseau peut-être un peu plus classique, mais qui pour le coup est un film assez atypique. C'est vraiment un véritable film de science-fiction, conçu avec à peu près la même note d'intention que Skydome. C'est-à-dire, on peut pas faire un film live, donc on va vraiment faire un film d'animation. Et de la même manière, c'est un film qui va utiliser l'animation comme un moyen de rejoindre son sujet. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre le fond et la forme, en fait, dans Mars Express aussi. Par exemple, c'est un film qui parle d'intelligence artificielle, qui parle de robots. Et en fait, tous les personnages qui sont des personnages robots, en fait, sont tous réalisés en image de synthèse, en 3D. Tous les personnages humains, eux, par contre, c'est de l'animation 2D. Et pareil, mais il y a un travail sur les expressions du visage, je trouve, qui est quand même assez impressionnant. Là, pour le coup, vraiment un pur travail d'animateur. Enfin, non pas que sur Skydome, c'est pas un travail d'animateur, mais il y a quand même l'acteur. C'est-à-dire que c'est une synthèse entre un travail d'animateur et un travail d'acteur. Donc, écoutez, tu nous dis quand on s'arrête ou pas? Non. Bon, voilà. Bravo, écoutez, très, très bon choix en tout cas pour occuper un samedi soir. Ouais. Pour moi, c'est bon. En tout cas, moi, j'espère que le film va vous plaire. Et puis, sur ce, je vous dis bonne soirée, bon film. Voilà.